Après cette dernière étape de notre journée scientifique, radiofréquence et santé, je crois qu'on a déjà eu l'occasion à travers toute la journée de mesurer à quel point c'est un sujet qui mobilise effectivement des acteurs, quelle que soit la position qu'ils occupent dans un dispositif qu'on pourrait appeler largement la gouvernance des risques, aussi bien ceux qui développent les technologies, les acteurs scientifiques, les organismes ou les agences, les acteurs associatifs qui se posent des questions, l'État qui à un moment donné régule ou pas. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde deux personnes qu'on n'a pas encore vu intervenir dans la journée, donc je vais les présenter très rapidement. On a déjà eu l'occasion de voir intervenir Anne Pereira et Elisabeth Weiderpast, que je remercie de participer également à la table ronde. Donc nous ont rejoint Sophie Pelletier, qui est aussi intervenue dans la journée. Donc elle est présidente de Priartem, qui est une association française créée dans les années 2000 et qui se préoccupe notamment de l'impact des impacts sanitaires des champs électromagnétiques et en particulier pour une catégorie de personnes qu'on a déjà évoquées qui sont les personnes électro-hypersensibles. Elle participe à ce titre, et c'est pas la seule dans les gens qui étaient présents dans la journée, au comité de dialogue radiofréquence dont on a déjà parlé. Est également présent autour de nous Pierre Delven de l'Université de Liège. Il est chercheur dans le domaine des sciences sociales et en particulier pour toutes les questions qui sont en lien, qui mettent en perspective les relations entre sciences et société, entre les développements technologiques. Donc c'est plutôt un chercheur en sciences sociales. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans le champ des radiofréquences. Il a peut-être eu l'occasion d'être en contact avec ça, mais je pense que c'était intéressant d'avoir quelqu'un finalement qui nous regardait interagir autour de ces sujets pour pouvoir bénéficier finalement de son regard et de son analyse dans le cadre de cette table ronde. Donc pour ne pas être finalement une réplique d'une session avec 4 interventions de 15 ou 10 minutes sous le marteau du commissaire-priseur, je vous propose plutôt une interaction sous forme de round de questions assez courtes. On en tiendra 2 et puis aussi de rebonds entre nous et avec vous la salle. Peut-être un petit topo liminaire, si vous me le permettez, qui est finalement, aujourd'hui on a essayé de regarder ensemble tous les travaux de recherche qui étaient déployés dans différents domaines, qui vont du symptôme à d'où vient-il, qui se posent des questions sur différents types de dangers, donc d'effets sanitaires, également les questions d'exposition, et finalement était sous-tendu en permanence un sujet temporel qui est particulièrement criant, je pense, pour les radiofréquences, puisque finalement aujourd'hui on est passé en relativement peu de temps à l'échelle des travaux scientifiques, de la 2G à la 5G, et avec finalement, c'est intéressant de prendre un petit peu de recul par rapport au temps caractéristique qu'ont les différents acteurs autour du système. Le démarrage des radiofréquences en usage mobile, finalement, c'était une réplication, la même chose que ce qu'on faisait depuis la maison, depuis le bureau, c'est-à-dire de l'échange de voix complété tout doucement au début par des messages courts, les SMS qu'on tapait avec les claviers pas très ergonomiques, là, vous vous rappelez, et donc les débits échangés étaient encore probablement très faibles. Avec la 3G, une dizaine d'années plus tard, les débits deviennent plus importants. On commence à échanger des images, on commence à se connecter un petit peu à Internet. Et c'est avec la 4G dans les années 2010 que les débits s'accélèrent. On voit exploser des usages qui sont complètement hors téléphone. Et finalement, le smartphone devient un objet qui a plus grand rapport avec sa dénomination initiale qui est téléphone. Et en plus, ça c'est la magie des usages, c'est qu'il y a des interprétations générationnelles de l'usage de l'objet. Tout à l'heure, Joël Viard nous a montré des postures qui étaient effectivement qui traduisent cela, c'est-à-dire finalement l'objet échappe à ceux qui l'ont défini technologiquement, et surtout le déploiement se fait à une vitesse très importante, et maintenant on est je dirais à la veille du développement de la 5G qui promet tout plus vite. Fait miroiter des connexions avec des temps faibles de réaction, des objets connectés dans plein de domaines, réalité virtuelle, transport, industrie, médecine. Mais finalement, le point commun de tout ça, c'est que ce large déploiement, c'est un carrefour entre des technologies qui sont poussées par des acteurs économiques et un développement qui est plébiscité ou non
par les utilisateurs. Juste une petite image ou un petit exemple pour montrer un développement qui a disparu du paysage. Il y a eu à un moment donné, pas très longtemps, hein, un petit combat entre les BlackBerry et les smartphones. On n'entend plus parler des premiers depuis longtemps. Voilà, c'est juste pour montrer que c'est vraiment l'usage qui va piloter. Et je renvoie à des discussions qu'on a eues ce matin. Il y a des usages qu'il faut à un moment donné réglementer, puis il y a des usages qui relèvent d'autres modes d'échange dans la société pour faire en sorte de les déconseiller. Alors de l'autre côté, les activités scientifiques de production de connaissances, elles sont liées à un certain nombre de temps propres à la recherche. Des études toxicologiques, ça nécessite des protocoles robustes. On a vu les équipes scientifiques à chaque fois faire des efforts pour expliquer les protocoles, parfois plus que le temps de partager sur les résultats. Il faut maîtriser les expositions, il faut comprendre quelle est la part de ce qu'on va observer sur les animaux et qui est transposable à l'homme. C'est encore plus long lorsqu'il s'agit de durée de construction de cohortes épidémiologiques robustes. La dynamique de comète, ça s'étend sur, c'est pas 2 ans, 3 ans comme une grosse étude de tox, on se rapproche de la dizaine d'années, surtout lorsque l'on veut atteindre la puissance qui va bien pour 300 000 personnes. Et pourquoi on cherche, pourquoi il y a cette course à la puissance? Mais parce qu'on s'intéresse, et c'est vraiment le sens de la recherche, à des signaux faibles qui nous auraient échappé lorsque l'on regarde les choses en trop petit. Et puis il y a un facteur qui est quand même un facteur majeur, c'est-à-dire pour que la recherche continue à se mobiliser sur ces sujets, c'est qu'est-ce qui attire les équipes de recherche pour ces sujets? Est-ce que c'est des financements? Ça, c'est probablement des facteurs accélérateurs. Vous l'avez peut-être aussi senti à travers certaines publications, on a quand même des probabilités pas nulles quand on investigue dans le domaine des radiofréquences ou des liens entre radiofréquences et santé, de tomber sur des résultats où il y a RAS ou pas grand-chose à voir, ou seulement des choses à poursuivre dans un deuxième temps. C'est pas tout à fait le meilleur moteur pour tirer les équipes de recherche. Et donc d'obtenir des résultats à la frontière de la connaissance. Et puis potentiellement, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent dissuader ou poser des questions à des équipes qui s'engageraient sur ces sujets. C'est potentiellement qu'on est quand même sur un sujet controversé avec des débats potentiellement houleux à la sortie des résultats. Donc entre ces deux mondes, c'est-à-dire entre le monde d'un développement technologique très rapide et un monde de la recherche qui a son temps propre, finalement, les parties prenantes sont confrontées à ce fossé temporel. Qui sont-ils? Les acteurs de la régulation par l'État, les ministères, l'ARCEP, les agences d'expertise sanitaire ou les institutions d'expertise sanitaire, les associations environnementales ou les ONG qui se préoccupent de santé humaine. Donc la présente table ronde, elle réunit un certain nombre de ces acteurs pour partager leurs perceptions, leurs attentes, en débattre avec vous, et le tout sous le regard d'un chercheur en relation entre sciences et société. Voilà, donc je vous ai promis quelque chose d'assez dynamique, donc on va passer aux questions. Et donc je vais commencer par solliciter Anne Pereira, et en lui demandant, en tant que chercheuse de haut niveau à l'Université de Strasbourg, alors que les références de l'ICNIRP, que les règlements qui en découlent se veulent protecteurs, quels sont pour vous les motifs qui guident vos travaux et ceux de votre équipe à investiguer les sujets des interactions entre radiofréquences et vivants? Est-ce que vous voyez des freins, des incitations? Finalement, qu'est-ce qui va piloter? Alors, peut-être juste en termes de motivation, ce qui est clair, en ce qui me concerne, ça a été une curiosité scientifique qui finalement a été initiée quand j'ai démarré en fait un travail d'expertise à l'ANSES il y a une dizaine d'années, donc dans un groupe en fait autour du thème radiofréquence et santé, dont je ne suis pas vraiment sortie depuis. Et là, j'ai découvert en fait une littérature riche, très hétérogène, nouvelle, ça c'était clair, en étant plutôt en charge sur les aspects, bien sûr, cerveau, humain, homme, animal, cognition, mémoire, tout ça. J'y ai vu une opportunité par rapport à ce que moi je faisais et notre équipe à Strasbourg depuis déjà longtemps, travailler sur la mémoire à long terme. Et en fait, si on considère qu'on a plusieurs systèmes de mémoire, la persistance de nos souvenirs dans le temps, c'est-à-dire notamment notre mémoire épisodique, etc., c'est sur ce quoi moi je travaille sur les modèles rongeurs. Je me disais, j'avais rien vu dans la littérature radiofréquence. Donc du coup, finalement, ça a été j'y ai vu finalement quelque chose d'aller un petit peu plus loin parce que visiblement, malgré toute cette littérature, finalement, les résultats étant hétérogènes, on ne sait pas vraiment bien quelles sont les conséquences à court, à moyen, long terme de ces expositions radiofréquences, en particulier dans la partie in vivo, in vitro. Donc l'idée, ça a été aussi d'aller voir de mon côté en me disant, je peux peut-être proposer une approche. Ça a été ça finalement ma première motivation, quoi.
Merci. Dr Weiderpass, en tant qu'organisme scientifique international qui travaille et qui est un organisme de référence pour l'étude des facteurs de risque qui induisent des cancers, finalement, les radiofréquences, c'est un sujet parmi d'autres. Il y a des substances chimiques peu sympathiques, il y a d'autres facteurs de risque. Donc, quelle est la place qu'occupent les radiofréquences dans votre agenda en tant que Centre international de recherche sur le cancer? Merci pour cette question. Oui, les radiofréquences sont un sujet important de notre recherche. Nous avons un groupe qui travaille sur ça et va continuer à travailler sur ces domaines-là. C'est dans notre stratégie quinquennale pour ces quinquennats jusqu'à 2025. Et si tout va bien, on va continuer à investir dans cet domaine de recherche. Il est nécessaire de souligner que parce que pour les radiofréquences à bas niveau, nous n'avons pas vraiment confirmé les mécanismes à l'origine des effets potentiellement néfastes pour l'homme. Nous ne savons toujours pas quels sont les paramètres techniques qu'on doit étudier en détail et quelle est la relation avec la biologie humaine et éventuellement le développement des pathologies. Ainsi, on doit vraiment continuer à faire des études sur ces domaines-là et surtout des études à long terme parce que les technologies évoluent. On ne sait toujours pas quel est l'effet des technologies dans des différentes branches d'âge, surtout sur les enfants et les adolescents. Alors, je crois que c'est essentiel qu'il y ait une communauté vivante en France qui étudie ça sur le terrain. Alors, nous sommes très fermement placés dans ces domaines et nous planifions de continuer. Merci. Sophie Pelletier, comme je l'évoquais dans mon topo de début, les générations technologiques se succèdent très rapidement, se diffusent, font l'objet d'une utilisation très large qui dépasse même, je dirais, l'entendement. Je ne pense pas qu'il y a 5 ou 10 ans, on aurait été capable de prédire le taux d'équipement en smartphone aussi bien des jeunes que des plus anciennes générations. Maintenant, il n'y a plus une famille dans laquelle il n'y a pas une certaine pression à 12, 13, 14 ans, voire même plus tôt, pour dire bah, « moi, j'ai pas mon smartphone, c'est quoi cette situation ?» Voilà. Et donc, pour autant, on n'observe pas de vagues massive de difficultés en santé publique. Alors, peut-être qu'il y a des signalements ou des choses comme ça, mais quelles sont les préoccupations d'associations comme la vôtre? D'autant plus que les déploiements sont parfois mis en œuvre avec de l'avance dans différentes parties du monde. C'est-à-dire que parfois, on a même la possibilité d'entendre ou d'avoir le feedback de ce qui se passe ailleurs. Oui, alors, déjà, merci pour la question, mais sur le constat relatif à l'état de santé, on va dire général, permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord, parce qu'on a quand même un certain nombre de données de la Caisse nationale d'assurance ou de Santé publique France qui nous montrent que sur un certain nombre de pathologies, notamment des pathologies chroniques ou des pathologies de type, par exemple, cancer cérébraux agressifs, on a des évolutions tout à fait notables dans la population générale. Donc déjà, on n'a pas rien. Et deuxième point, on a aussi un tas de questions qui ne sont pas adressées aujourd'hui scientifiquement sur ces questions. Alors je prendrai 3 exemples rapidement. Déjà sur l'électro-hypersensibilité. Aujourd'hui, l'ANSES a fait un rapport, vous n'avez pas trouvé de chiffres en France. Vous avez dû vous faire une médiane, on va dire, à 5% de la population sur des chiffres à l'international. Donc déjà, on a des manques de données en la matière. Et puis il y a des sujets comme par exemple, je prends un autre exemple, le cancer du pancréas, qui aujourd'hui, je me rappelle très bien il y a quelques années, avoir entendu Santé publique France dire il y a un signal fort sur le cancer du pancréas, mais on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas lu de littérature sur le lien entre cancer du pancréas et radiofréquence. Alors je ne dis pas qu'il y a forcément un lien, mais on a de la littérature qui montre qu'on a des effets métaboliques, je pense notamment à la réplication de l'Hercule qui montre des choses très claires sur des sujets métaboliques. On pourrait se poser la question. Et aujourd'hui, on n'a pas de données là-dessus. Donc c'est extrêmement grave, je pense. Et le 3e point, c'est l'impact sur la faune et la flore. Alors qu'elles soient cultivées ou sauvages, aujourd'hui, on n'a quasiment pas de données là-dessus. Donc on a des pans entiers de connaissances qui ne sont pas adressées, alors qu'elles sont quand même extrêmement problématiques. Donc je peux
détailler plus si on a le temps. Non, mais en tout cas, merci pour ces exemples concrets qui effectivement montrent que de toute façon, quand bien même les travaux scientifiques avancent pour se poser des questions, essayer d'apporter des éléments de réponse n'épuiseront pas rapidement le sujet. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. On a d'ailleurs porté la question dans le rapport 5G, on l'avait également porté dans un autre rapport qui avait trait à un autre agent physique, la lumière, en l'occurrence la lumière bleue, sur les aspects environnementaux, qui ouvre un nouveau pan très important. Et la question derrière ça, et dont on parle d'ailleurs parfois dans le comité de dialogue, c'est parmi tout ça, qu'est-ce qu'on traite, j'allais dire en premier, ou qu'est-ce qu'on traite en parallèle comme sujet prioritaire. Pierre Delven, l'histoire des développements technologiques qui soulèvent des questions sur les risques, c'est pas nouveau. Il y en a depuis qu'il existe des activités à risque, hein, les premières, les machines à vapeur, les mines, mais avec la question, c'est de dire finalement, dans votre expérience, vous-même qui travaillez notamment sur les organismes génétiquement modifiés, les biotechnologies, est-ce que cette situation qui est propre aux radiofréquences, c'est-à-dire là où la technologie évolue tellement vite qu'on n'a même pas le temps de prendre la photo scientifique alors que la question suivante est là, est-ce que vous la voyez dans d'autres domaines des risques? Bonsoir, merci beaucoup pour la question et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, cette question, on a beaucoup parlé finalement d'accélération aujourd'hui. C'est une question qui est immanente avec l'arrivée de technologies quelles qu'elles soient. Donc c'est pas propre aux radiofréquences. Donc je parlais d'accélération. Parfois on peut parler de stratégie du choc aussi, où on voit que des développeurs de technologies font en sorte qu'elles soient ancrées dans la société, que des marchés se développent, et puis il y a toujours des temporalités qui s'entrechoquent d'une certaine manière et qu'il s'agit de réconcilier. En sociologie des sciences et des techniques, on parle souvent de dépendance au chemin. C'est de dire qu'à un moment donné, chaque choix technologique est aussi un choix de société, et ce choix, il engage la société dans un chemin, et il est toujours plus facile d'aller vers l'avant que de revenir en arrière, parce qu'il y a toute une série d'effets de verrouillage qui s'enclenchent. Et vous posiez la question des exemples. Effectivement, j'ai travaillé sur les biotechnologies dans le secteur médical et agricole. Pour prendre un exemple du secteur agricole, j'ai travaillé sur les OGM, le soja OGM sur le continent américain, en particulier en Amérique latine. Vous le savez peut-être, il y a 3 géants sur le continent américain, que sont les États-Unis, l'Argentine et le Brésil, qui produisent des semences OGM. Les États-Unis étaient le premier pays à approuver le développement, donc à réguler le développement d'OGM sur leur territoire. L'Argentine est arrivée après, et puis à partir de l'Argentine s'est développé un phénomène intéressant qui était le commerce illégal de semences dans le nord du pays. Et donc il y avait des trafiquants qui faisaient passer des semences à travers la frontière vers le Brésil. Et donc d'une certaine manière, le 3e géant qu'est le Brésil a été mis devant une situation de fait accompli, où les autorités publiques ont été forcées à un moment donné de reconnaître qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de réguler et d'accepter le développement d'OGM sur leur territoire, parce que tous les États du Sud étaient déjà peuplés de semences OGM, et donc il y avait déjà des cultures partout. Donc tous ces effets de contamination des sols, de pratiques agricoles qui avaient déjà été modifiés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement différentes temporalités. On peut prendre l'exemple des réseaux sociaux qui ont une vingtaine d'années. On a vu à quel point les réseaux sociaux ont déstabilisé la communication politique, et puis plus largement aussi ont déstabilisé des élections, des régimes politiques, ont mis en péril des pratiques démocratiques. Donc oui, cette question, c'est une question qui se repose, et qui se repose très régulièrement. Et quand je dis il y a différentes temporalités, on parle de la temporalité de la recherche ici. On a eu des exemples extrêmement éloquents de projets de recherche dont les protocoles nous ont été présentés, dont on a pondéré, on a respecté toute une série de critères en vue de produire des résultats qui sont signifiants. Et cette temporalité-là, elle n'est pas la même que la temporalité d'un mandat politique. Elle n'est pas la même que la temporalité médiatique, où on sait que pour faire l'actualité, on passe vite d'un sujet à l'autre, et il faut quelque chose de communicable. C'est pas la même chose non plus que la temporalité de la régulation. Et donc, on a souvent tendance, et je terminerai par là, à considérer aussi que d'une certaine manière, les technologies se développent, et que la régulation ou le monde politique est toujours en retard. C'est vrai dans une certaine mesure,
mais ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi renverser la focale et se dire que les technologies, elles n'émergent jamais dans un vide de régulation. Elles émergent toujours dans un déjà-là. Et ce déjà-là façonne ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas. Par exemple, on sait qu'on ne peut pas cloner les êtres humains, et donc il y a toute une série d'expériences qui sont bannies, qui sont interdites. Et donc la régulation n'est pas toujours en retard, elle peut être en avance. C'est ça que je veux dire aussi. Merci pour ce témoignage. Alors, je ne sais pas si on est tous contrebandiers du développement des usages des smartphones. Peut-être. Merci. Est-ce que je me tourne peut-être vers les participants de la table ronde? Est-ce que vous souhaitez rebondir en croisement par rapport à une des interventions des collègues avant de passer à une deuxième série de questions? Oui, si vous me permettez, merci pour vos remarques sur tout ce qu'on ne sait pas sur les cancers. Je suis tout à fait d'accord quand vous parlez que sur les cancers du pancréas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi une proportion de cancers du pancréas arrive dans des gens qui n'ont aucun facteur de risque. Mais on sait beaucoup aussi quels sont les facteurs de risque qui causent les cancers du pancréas. Et on sait que le diabète et l'obésité augmentent les risques. Ce qu'on voit dans la population française, c'est que l'obésité et le diabète sont en train de monter en flèche. Et ça justifie ou ça explique une grosse partie de l'augmentation des cancers du pancréas. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, et j'espère que dans notre période de vie, on a allé beaucoup plus à fond dans l'étiologie des cancers du pancréas. Mais je vais seulement pointer que nous savons aujourd'hui que la moitié de tous les cancers en France peuvent être évités. De cette moitié-là, la moitié de cette moitié, à peu près 20%, c'est les cigarettes. C'est les cigarettes. Les Français fument trop et c'est pour ça qu'ils ont la moitié des cancers qu'ils ont. Après, ils boivent. Ça explique des 5 à 8% de tous les cancers dans le territoire français. Après, il y a de l'obésité et de la malbouffe. Ça explique à peu près 8% de tous les cancers chez les Français. Alors, on sait beaucoup. Et c'est ça aussi, on ne doit pas oublier de tout ce qu'on sait déjà. Et ce sont des choses évitables. Merci. Si je puis me permettre de répondre, alors on est vraiment dans le sujet, parce que c'était vraiment mon propos. Je n'ai pas voulu dire que les ondes étaient responsables de tout, et notamment pas du cancer du pancréas. Mais par contre, je trouve que sur cette évolution des maladies métaboliques, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question des radiofréquences, des ondes dans l'exposome? Je n'ai pas totalement l'impression. Moi, quand je vois, effectivement, je prends cet exemple de l'étude de l'Herkel de 2015 qui montre un effet co-cancérogène des radiofréquences et qui fait l'hypothèse de troubles d'origine métabolique pour l'expliquer. On est en dessous des valeurs limites. Quand je vois les travaux de l'équipe d'Amiens sur les rats, qui montre effectivement des problèmes métaboliques en lien avec effectivement la thermorégulation, etc. On peut quand même se poser la question de l'effet des ondes. Alors non pas comme on les étudie jusqu'à présent, beaucoup dans une toxicité assez aiguë finalement. On tape fort, on met du gros DAS, on étudie les portables, mais pour ce qui est des impacts donc d'une exposition chronique à très faible dose. On sait aujourd'hui, on a de la littérature qui montre qu'on a des effets non linéaires en dose-réponse. On peut quand même se poser la question aujourd'hui de ces expositions faibles, n'ont-elles pas des propriétés comme ce qu'on peut constater par exemple sur les perturbateurs endocriniens ou des perturbateurs métaboliques. Donc là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un champ qui est vraiment très émergent, qui est un petit peu touché du doigt par certaines équipes, mais qui aujourd'hui n'est pas encore adressé vraiment scientifiquement. Et quand on voit la masse du développement de ces maladies métaboliques, alors qui sont certes en partie liées à l'âge, à d'autres facteurs, à d'autres déterminants, mais quand même, chez les jeunes générations, on voit, je ne sais plus quel est le pourcentage des jeunes et des enfants qui sont obèses ou qui sont diabétiques. Alors, on ne va pas tout mettre sur le compte du tabac et de l'alcool. Enfin voilà, il y a d'autres facteurs qui sont effectivement à étudier, dont les ondes. Et ce dont les ondes aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de la chimie,
mais pas beaucoup, je trouve, des facteurs physiques pris dans cet exposome. Oui, une réaction rapide. Comme c'est exprimé pour le moment, il y a des tas de choses qu'on sait, mais tout à l'heure, un intervenant utilisait les mots not knowing, ne pas savoir. Et il y a une différence importante, je pense. Ne pas savoir, c'est différent d'ignorer. Et donc ici, s'il y a des projets de recherche qui montrent qu'il est difficile ou qu'il est impossible avec l'état des résultats, l'état des connaissances ou les résultats qu'ils ont obtenus, de prouver un lien causal, par exemple, ne pas savoir, c'est déjà une information qui est valable en soi. Il y a une grosse différence entre... C'est beaucoup plus important de déjà savoir ce qu'on ne sait pas, que de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et donc ça, je crois que c'est une différence notable à faire aussi par rapport aux recherches qui ont été présentées, par rapport à ce type de recherche, et cette difficulté parfois d'établir un lien causal. C'est toujours une progression dans l'état des connaissances malgré tout. Peut-être deux réactions très rapides et je passe au deuxième round de questions. D'abord, le programme national de recherche environnement, santé, travail, radiofréquence, il est ouvert. Et puis il y a même une version aussi, son pendant en généraliste, qui appelle à des propositions sur le champ des perturbateurs endocriniens. Donc s'il y a des équipes qui ont des idées intéressantes pour pousser des protocoles de ce côté-là, les fenêtres sont ouvertes, ça a été dit en début de journée. Voilà. Et par contre, sur la compétition smartphone pour les jeunes, je pense aussi à un autre point qui a été souligné par les travaux de l'ANSES, c'est l'insuffisance d'activité physique. Là, on est au-delà du rouge. Le sommeil aussi. Le sommeil également. La privation chronique de sommeil, qui est bien connue mondialement, est un facteur de risque énorme pour toute la population et notamment les enfants et les ados. Anne Pereira, puisque vous avez la parole, c'était ma question suivante. Au-delà de votre activité, vous avez été également présidente du comité d'experts spécialisés de l'ANSES, qui est un petit peu le cœur de la fabrique de l'expertise. Vous avez donc eu récemment à valider les conclusions du groupe de travail sur la 5G, avec finalement pas énormément de données scientifiques spécifiques à cette génération. Et ça vous a tout de même pas empêché de conclure avec prudence, en mettant en avant les incertitudes. Finalement, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et en quoi votre travail, à la fois pour l'ANSES et en tant que chercheur, vous a permis de travailler sur quelles sont les pistes que vous avez identifiées dans cette action? Oui, merci pour cette question. En fait, avec notamment ce rapport sur la 5G qui avait été demandé donc de différents ministères, notamment la santé et autres, avec un temps court en plus, ça a été, je pense, une expertise assez complexe et assez difficile. Et là où on est dans le cœur de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire où on demande en fait à l'ANSES et donc aussi à des experts de regarder, de valider, de lire de la littérature. Normalement, un expert est censé expertiser de la littérature. Et là, il faut quand même reconnaître qu'avec la 5G, ça a été compliqué. Parce qu'on savait qu'il fallait effectivement aller chercher des choses. On a regardé la 5G, et là, c'était il y a plus de 2 ans. Alors là, il y a peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais certainement quand même pas énormément. Mais en termes de littérature scientifique globale, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal ou in vitro, on avait globalement, pour ainsi dire, rien. Les signaux étaient nouveaux. Donc, je pense qu'on arrive, et c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un manque. Alors, il y a le temps. Alors, le temps de la recherche, là, je pense que tout le monde l'aura compris, et le temps des technologies, mais alors ça n'a juste ces 2 mondes différents. Non, mais vraiment 2 mondes. Je pense qu'en fait, vous vous êtes rendu compte en fait du temps qu'il faut pour un groupe, une équipe, un chercheur, le temps d'écrire un projet, d'essayer de le faire financer, ça va mettre 1 an, 2 ans, des fois voire plus, d'avoir les 3 ans de financement, voire 4 quand on a de la chance, de publier l'article. Bon, on n'est pas loin de 10 ans. Ça paraît ahurissant quand on nous demande des résultats sur de la 4G, de la 5G, en tout cas dans ce domaine que je connais. C'est peut-être vrai ailleurs. Donc effectivement, ça a été quand même une véritable difficulté, mais bon, à l'ANSES, il y a quand même un vrai socle à la fois de rapports, etc. On a fait au mieux, probablement pas satisfaisant. Je pense qu'on a pu quand même aller... en tout cas, proposer surtout des recommandations, évidemment, être prudent quant aux conclusions, et évidemment, ce serait à continuer. Mais comme le soulevait Sophie Pelletier en particulier, c'est gigantesque ce qui nous manque comme connaissance. C'est juste gigantesque. Donc, je ne sais pas. Parfois, c'est un peu terrifiant quand même. Merci Anne. Docteur Weiderpass, les travaux menés par le CIRC se veulent approfondis.
rigoureux, profondément ancré dans l'exploitation de la connaissance. On a parlé du travail sur les monographies, du protocole de pesée du poids des preuves et des lignes de preuve. Et est-ce que vous ressentez aujourd'hui, je dirais au niveau de l'institution, pas seulement d'ailleurs pour les radiofréquences, un besoin de faire évoluer la dynamique temporelle associée à cette rigueur pour mieux coller à un calendrier qui est parfois très évolutif pour les radiofréquences, mais peut-être pas seulement? Oui, tout à fait. Alors, je crois, comme ma collègue vient de dire, oui, on va trop doucement peut-être, pour plusieurs raisons. Dans les radiofréquences, on a aussi plein d'autres domaines scientifiques. Et puisque vous demandez spécifiquement les cirques, est-ce que les cirques est trop lent pour faire les évaluations ou les études? Oui, peut-être on est trop lent. Pourquoi on est trop lent? Plusieurs aspects. Le premier aspect, parce qu'on évalue, quand on fait les monographies, on évalue la littérature existante. Alors, s'il y a des délais dans les universités, dans les centres de recherche ailleurs pour publier les recherches, on doit les attendre de publier. Je viens de discuter avec un de mes collègues. On attend quelques études d'être publiées pour pouvoir faire une évaluation. Et l'autre chose, c'est banal, hein? On a une équipe de 5 personnes pour les faire. Si on aurait une équipe de 10 personnes pour les faire, on le ferait 2 fois plus vite. Et là, pourquoi on n'a pas une équipe de 10, mais seulement une équipe de 5? C'est parce qu'il nous manque de sous. Alors, c'est aussi combien on investit dans les institutions de recherche avec des positions permanentes, des gens qui sont là qualifiés pour répondre aux questions quand elles surgent. C'est aussi une question des ressources pour la recherche. Merci. Il n'y avait pas de critique sur une éventuelle lenteur du siècle dans mon propos. Simplement, j'étais intéressé, c'est probablement de l'espionnage, pour savoir si moi je pouvais trouver des idées d'inspiration pour l'ANSES, parce qu'on est partout, parfois aussi on ne se trouve pas toujours assez rapide. Sophie Pelletier, le temps de la recherche étant ce qu'il est, la rigueur de l'expertise étant aussi quelque chose que vous attendez, ça je pense, j'en suis sûr, que ça s'appelle des processus méthodiques. Est-ce que vous identifiez des leviers sur lesquels finalement dans nos différents métiers, métier de la recherche, métier de l'expertise, métier de la régulation, alors là c'est pas le nôtre, il y a des évolutions pourraient intervenir et dans lesquelles les parties prenantes pourraient jouer un rôle? Alors, donc vous faites bien de confirmer effectivement qu'on est attaché à la rigueur de l'expertise et à sa transparence. Je pense qu'on sait se faire entendre quand on estime qu'il y a besoin. Nous, on plaide, mais je pense que l'ANSES l'a recommandé à plusieurs reprises, c'est d'évaluer les technologies à l'amont de leur déploiement et non pas après. Et de se donner les moyens de le faire, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte de dissymétrie entre les moyens énormes qui sont mis pour déployer des technologies comme la 5G et les moyens qu'on se donne pour faire de la recherche d'une manière générale sur les radiofréquences ou faire l'expertise en la matière. Donc là, on va dire que c'est la question du politique, ça dépasse l'ANSES. Donc on a, nous aussi, une forme de responsabilité pour faire entendre cette voix-là avec le plus de force possible. Mais en face, vous savez bien qu'on a affaire à des mastodontes, donc c'est un peu compliqué. On voit aussi une importance à réinterroger la façon de fabriquer les normes, parce qu'il y a une espèce de jeu de bonneteau en fait qui se fait au sens où l'État en déployant laisse un peu la main aux opérateurs de dire ils mettent sur le marché des choses, donc je suis Baudor que tout va bien, le principe de précaution, oui on fait des mesures, on fait une expertise permanente, donc on va considérer qu'on coche la case. Et les opérateurs affirment nous on est en dessous des normes, donc on est bon, il n'y a pas de problème sanitaire. On sait très bien tous autour ici que ces normes sont faites d'une certaine manière et que les paradigmes qui les sous-tendent sont totalement obsolète. Donc on a déjà un gros volet par rapport à ça, et ça tombe bien, c'est une saisine aussi de l'ANSES qui doit réfléchir à ça, donc on va dans le bon sens. Un troisième point, c'est le lien avec la veille sanitaire. On en parlait en début de table ronde. Je pense qu'on a un énorme gap également à avoir par rapport effectivement à l'épidémiologie, où l'épidémiologie, je le comprends, essaye d'être le plus conclusif possible, être rigoureux et
abonder dans la recherche de preuves. Pour nous, l'épidémiologie, à la base, c'est quand même une science observationnelle. Ça doit décrire les choses. Et je pense qu'on devrait plus retourner, revenir aussi à ça, pour alimenter des données qui aujourd'hui n'existent pas forcément et qui ne seront pas forcément des éléments de preuve, mais qui peuvent ouvrir des champs. Alors je vais donner des exemples. On a parlé des fameux clusters et des fameux agrégats qui doivent être beaucoup plus documentés, notamment sur la caractérisation des différentes expositions, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que quand il y a un cluster, par exemple, de cancer pédiatrique, Santé publique France évacue quasiment immédiatement la question des champs électromagnétiques. C'est cité, mais ça n'est pas documenté en termes de caractérisation, sous prétexte qu'on n'a pas d'éléments, qu'on est en dessous des normes, etc. Donc, hop, on évacue. Donc, vu comme ça, on ne progressera jamais sur ce sujet-là. La deuxième question, c'est les études épidémiologiques dites écologiques, qui sont effectivement très faibles en termes de poids de la preuve, mais qui peuvent être en termes d'information, d'observation extrêmement importantes pour ouvrir des champs. Justement, on parlait par exemple de différentes pathologies. On a des choses par exemple sur radiofréquence et maladie de Charcot en études écologiques. Aujourd'hui, le niveau de preuve est très faible, mais on a un signal là qui doit nous dire il faut aller voir. C'est quand même une maladie extrêmement gravissime, neurodégénérative. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les cohortes longitudinales, c'est des affaires qui sont extrêmement chères, qui sont à 20 ans, et qui vous disent quoi au final ? Au bout de 20 ans, vous avez observé ce qui s'est passé, et vous pouvez constater que, ah bah oui, effectivement, c'était dangereux. Mais c'est trop tard, les gens ont été exposés. Donc on arrive effectivement dans un système où on a nécessité d'articuler différents outils pour être beaucoup plus réactif au niveau des alertes et beaucoup plus conservatif aussi au niveau de la réglementation. Merci. Je crois qu'effectivement, il y a un point qui n'est pas simple, c'est qu'on a des outils sur les signalements et les alertes qui sont adaptés au traitement des expositions aiguës. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe aujourd'hui une pharmacovigilance, une nutrivigilance, un certain nombre sont confiés à l'agence, d'autres à d'autres acteurs. Et c'est vrai qu'il y a des méthodes assez rigoureuses pour définir des scores sémiologiques, chronologiques, etc. et conclure. Mais c'est vrai que ces outils-là, on s'y est essayé une fois et pas dans le domaine de la santé humaine, c'est de la santé animale. À les transposer à des expositions chroniques, c'est compliqué. Mais je pense qu'effectivement, ça vaut le coup parce que finalement, quand on essaie de les appliquer, on est confronté à la question de finalement pour arriver à progresser dans la réponse à la question, qui sont des questions sans a priori, on voit bien les données qu'il faut essayer d'aller récolter. Pierre Delven, peut-être en dernière question de mon côté, en tant que quelles recommandations vous inspirent ce que vous avez observé à la fois dans cette table ronde et dans nos échanges de l'après-midi, finalement sur les interactions qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'il nous manque des acteurs autour de la table ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose que finalement notre habitude de dialoguer nous empêche de voir ? J'aurais pas la prétention de faire des recommandations. Par contre, peut-être souligner différentes choses qui me sont venues à l'esprit en participant à vos travaux aujourd'hui et singulièrement à cette table ronde. D'abord, une réaction sur l'évaluation des technologies. Je pense qu'il est illusoire de se dire qu'on va pouvoir évaluer une technologie en amont et puis se dire que si l'évaluation est concluante, alors il y a un go ou il y a un no-go d'une certaine manière. D'une part parce que la technologie telle qu'elle est développée en laboratoire va être extrêmement différente quand elle va être déployée, quand elle va montrer ses effets et quand elle va être appropriée par toute une série d'utilisateurs. Il y a des effets désirables, il y a des effets indésirables, il y a des effets imprévus, il y a des usages imprévus aussi. Et donc, ce dont on a besoin, je crois un besoin criant, ce sont d'espaces et de mécanismes au sein desquels on peut évaluer très régulièrement les technologies qui sont toujours dans une trajectoire particulière, elles sont toujours à un moment de leur développement ou de leur adoption qui est spécifique. On a tendance en sciences sociales à mobiliser un dilemme qui s'appelle le dilemme de Collingridge. Qu'est-ce qu'il dit, ce dilemme ? Il dit que d'une certaine manière, quand les technologies sont peu développées, qu'elles sont encore en cours de développement, peut-être en phase elles sont toujours dans le laboratoire d'une certaine manière, peut-être que c'est plus facile d'adapter,
de les façonner à ce moment-là, sauf qu'on ne sait pas exactement comment elles vont montrer leurs effets, ni le type des effets qu'elles vont montrer quand elles vont quitter le laboratoire. L'autre pôle de ce dilemme, c'est que quand on n'a plus de certitude et quand on sait exactement les effets pervers qu'on veut éviter, les technologies sont déjà là. Et donc, il faut se situer quelque part entre ces deux pôles, entre ce continuum. Et donc, on a vraiment besoin d'espaces publics, d'espaces ouverts, où on réunit différentes sensibilités et où on essaye de capturer un moment, de capturer des usages et d'y réfléchir collectivement. Alors, ce genre d'espace, comme celui que vous avez ouvert aujourd'hui, est extrêmement précieux. Il y a des espaces aussi au sein des institutions politiques qui doivent être, je dirais, renforcés ou démultipliés. En France, vous avez au niveau du Parlement l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, c'en est un, mais il y en a d'autres. Je crois qu'on a besoin de multiplier les espaces d'évaluation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point que je voudrais faire, c'est par rapport à... D'une certaine manière, ici, on est dans une problématique où on a toute une série de phénomènes qui touchent à une exposition à bas bruit, à des signaux faibles aussi, qu'on n'arrive pas forcément à mesurer avec les outils qu'on mobilise. Et donc, on touche ici à des questions de seuil, d'exposition qui sont variables et d'une certaine manière à la limite des chiffres et des modèles pour mesurer certains effets. On a eu des résultats qui étaient présentés ici où on mobilisait par exemple les utilisateurs très actifs de téléphones portables et les utilisateurs très peu actifs. Mais entre ces deux-là, bien sûr, il y a toute une galaxie d'usages et d'intensité d'utilisation qui varie et qui mérite qu'on s'y attarde. Et on ne peut pas effectivement faire de la recherche. Surtout, on doit à un moment donné isoler des variables. Mais donc ici, on voit que quand il s'agit de santé publique, on a parfois du mal à établir des liens entre l'exposition aux radiofréquences et le cancer ou certaines maladies. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que les technologies ne produisent pas d'effets. Pour reprendre l'exemple du smartphone, on voit à quel point le smartphone bouleverse à peu près tout, à quel point des problèmes de santé publique qui ne sont pas ceux discutés aujourd'hui, par exemple les troubles de l'attention ou par exemple les problèmes liés à la vue, quand on fixe un écran de smartphone pendant autant de temps par jour, on a des problèmes, mais qui sont des problèmes de masse. Donc voilà, cette question-là, peut-être que, pour le dire autrement, les approches causales, elles sont extrêmement importantes, mais on a aussi besoin d'approches plus relationnelles, d'approches qui sont écologiques, d'approches écologiques des usages et qui pourrait permettre peut-être de couvrir des questions liées à l'impact des radiofréquences sur les maladies rares ou sur les perturbateurs endocriniens. C'est ce qui a été évoqué ici. Donc ça, c'était un second point. Un troisième point que je voulais faire, c'était tout à l'heure, je crois que c'était Yves Le Drian, si je me souviens bien, qui a dit « Un chercheur ne démontre pas ce qu'il pense, mais s'efforce de penser ce qu'il a démontré expérimentalement ». Et cette phrase, elle m'a interpellé parce que d'une part, on a parlé des conflits d'intérêts, on a parlé du fait que les chercheurs, parfois, pouvaient être biaisés ou que leur subjectivité intervenait. Bien sûr, les subjectivités interviennent toujours. Bien sûr, l'objectivité est un idéal, c'est une quête. Mais le fait que la subjectivité intervienne ne veut pas dire que les résultats vont être biaisés, ne veut pas dire que, d'une certaine manière... Alors, il faut reconnaître qu'un chercheur, quand il fait une expérience, il a toujours un objectif en tête. Il y a toujours une forme de résultat qu'il souhaite obtenir. Alors, en fonction des résultats qu'il obtient effectivement à travers son expérience, il doit réajuster les paramètres, les variables qu'il souhaite expérimenter, mais il y a plus que ça. Dans le problème dont on parle aujourd'hui, il n'est pas question simplement de laboratoire, c'est la société qui devient le laboratoire. Et dans ce laboratoire, les variables, on ne peut pas les contrôler. Et comme on ne peut pas les contrôler, on a besoin peut-être d'autres dispositifs expérimentaux. On a besoin aussi de dépasser les horizons disciplinaires qui sont souvent étroits, et je ne parle pas simplement pour vous, je parle pour nous aussi. Je crois qu'il y a un besoin criant de développer un langage pour faire de la recherche interdisciplinaire, pour travailler avec des concepts qu'on partage, pour vraiment pouvoir interagir ensemble entre sciences dures et sciences dites molles. Je crois que c'est essentiel de pouvoir faire ça pour étudier ces formes d'expérimentation qui touchent au déploiement et à la place qu'occupent les technologies dans notre quotidien aujourd'hui.
Merci beaucoup pour ce témoignage. J'en profite pour signaler que l'OPEX avait effectivement dépêché un représentant qui a participé à l'ensemble de nos journées, donc je ne doute pas qu'un certain nombre de messages auront été entendus et je les en remercie. L'occasion du coup d'échanger, alors de passer la parole à la fois à la salle et aux autres intervenants pour rebondir, une petite dizaine de minutes pour ensuite essayer de clore dans un temps raisonnable. J'ai 2 demandes de prise de parole, 3 demandes. Peut-être commencer par Madame. Ah oui, c'est vrai qu'on a peut-être du coup pas assez de micros. Alors on va se les partager. Hop. C'est bon. Ce que je propose, c'est peut-être de prendre 3-4 questions et puis ensuite on essayera d'y répondre en fonction d'eux, de manière à pouvoir, j'allais dire, faire un peu de pooling, si vous me permettez l'expression. Allez-y, je vous en prie. En fait, je vais juste rebondir sur la discussion sur la temporalité, la réglementation, les évaluations, parce que j'avais une question en tête en venant ici aujourd'hui. Je voulais savoir quand le cirque ou l'OMS, suite à l'évaluation actuelle de l'OMS, enfin je ne comprends pas très bien l'ordre des choses qui doivent se faire, va faire une réévaluation de la classification des ondes RF, donc du 2B à peut-être 2A, ou enfin j'en sais rien. Ça sera quoi l'échéancier d'une réévaluation comme ça? On regarde quoi? On regarde 5 ans devant nous, 10 ans devant nous. Et puis, si vous faites cette réévaluation, bon, est-ce que vous avez des idées ou un avis sur la possibilité ou le potentiel que ce soit reclassé de 2B à 2A? Voilà la question. Merci pour... Ah bon, j'attends là. Oui, merci pour la question. On l'enregistre, effectivement. Je pense que ça renverra vers Elisabeth Weiderpass, s'il vous plaît. Alors, je me présente encore une fois. Oh, c'est bon, allez-y. Donc, AZB, ça veut dire zone blanche. Je voudrais parler juste un instant de cet intérêt. Quand on est dans les associations qui défendent les électro-hypersensibles et leur besoin absolu d'avoir des zones blanches pour respirer un petit peu, parce qu'ils sont, enfin, faut voir dans quelles conditions terribles certains vivent. Alors, je ne parle pas des 5% qui sont décrits dans le rapport de l'ONCS, je parle des extrêmes, ceux qui sont stade 3 pour nous, c'est-à-dire qui ne peuvent plus du tout, qui ne peuvent plus venir dans cette salle. Moi, je peux venir avec un drap, mais il y a des gens qui sont dans des fonds de grotte, qui sont à 1000 mètres d'altitude en plein hiver, enfin, qui sont dans des conditions épouvantables. Et quand on défend ces gens-là, on a l'impression d'être contre l'État, on a l'impression d'être contre les opérateurs, on a l'impression d'être contre les chercheurs. Et moi, ça me met dans une position intenable. Et je me dis, quel acteur va venir nous rejoindre? Et alors, je vous propose une chose, je propose quelque chose au monde de la recherche. Quand vous faites des études, quand vous voulez savoir quel est l'effet des ondes sur un quelconque paramètre, vous avez besoin d'un groupe témoin. Comment vous faites maintenant pour avoir un groupe témoin? Puisque vous acceptez, a priori, sans broncher, qu'il y ait cette injonction à ce qu'il n'y ait plus aucune zone blanche sur le territoire. Merci pour votre question. J'avais également monsieur là, et après monsieur Schütz. Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Je souscris pleinement à ce qui a été dit à l'instant, mais je voulais parler d'autre chose. Dans toutes les présentations qui ont été faites, on a parlé des ondes avec 2 paramètres, le paramètre d'intensité et le paramètre de fréquence. C'est évident, hein, ce sont 2 paramètres essentiels. Par contre, il n'a jamais été question de la forme de l'onde, qu'elle soit sinusoïdale ou qu'elle soit pulsée. Or, on peut raisonnablement penser que l'impact d'une onde sinusoïdale n'est pas le même que celui d'une onde de même intensité sous forme pulsée, sous forme numérique. Donc, j'aimerais savoir ce qu'en pensent les chercheurs ici présents. Et puis, si cette dimension, je souhaiterais que cette dimension soit prise en compte dans les futurs travaux. Merci. Merci pour la question. Monsieur... Allez-y. Okay, there's still some translation going on. Oui, l'interprétation fonctionne-t-elle toujours?
mon commentaire et sur ce que vous avez dit, Sophie. Et sérieusement, je crois que c'est le meilleur plaidoyer que j'ai entendu depuis longtemps, parce que vous avez parlé d'un instrument qui nous permette d'être flexibles pour traiter de nouveaux problèmes. Et Cosmos a été la première hypothèse que nous allons aborder, pas seulement pour les tumeurs cérébrales des participants, mais on collecte toutes les données pour tous les types de cancers, les maladies neurodégénératives. Il y a des questionnaires lorsque les personnes ne meurent pas, lorsque diagnostiquées dans les hôpitaux, les problèmes de sommeil, de perturbation du sommeil. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de lancer cette étude, et peut-être qu'on ne devrait pas l'appeler étude, mais surveillance. C'est une sorte de surveillance dont nous avons besoin. Et je vous invite à travailler avec nous si vous voyez des manques. Et votre commentaire aussi, lorsqu'on a parlé avec l'ANSES, une discussion intéressante est ressortie de savoir si ceci existait en France. Ils ne voulaient pas prendre les résultats des données hollandaises parce qu'ils ne sont pas hollandais, ils sont français. Donc, il faut avoir ses propres données. Donc, on a vu la première analyse des maux de tête. Ça, c'est la différence, je crois. Il faut avoir des données propres au pays. Et ça, c'est un des éléments clés. Pour certains aspects, il faut absolument des données nationales. Et donc, j'ai beaucoup apprécié votre commentaire. À la fin de notre échange. Ici. Mais j'ai pas vu dans quel ordre c'était. Hein. J'ai un projecteur en fait. Si c'est une dame, j'offre le microphone. Ce n'est pas. Je voudrais juste reprendre deux choses simples. Je viens de la logistique, à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, où on est très à droite. Quelqu'un a demandé des études longitudinales. Je ne sais pas. On vient de dire on ne peut pas faire longitudinal sur l'avenir, mais peut-être sur le passé. Monsieur, vous avez dit il faut aussi voir un peu autre chose que ce qui est devant nous, simplement. Moi, je voudrais rajouter là ce qu'on fait en logistique, c'est-à-dire ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas une démarche unidimensionnelle, tout droit. Le logistics chain. Non, c'est un univers multidimensionnel. Donc, il n'y a pas que les ondes. Il y a nous. Moi, je suis grand-père, j'ai des petits-enfants, vous allez en avoir. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui comptent. Et si on laisse faire, mes petits-enfants se cachent sous le... Comment vous appelez ça? Le duvet, pour ajouter 3-4 heures. Etc. Donc je crois que ce qui est important, c'est que les études que vous menez, vous les uns les autres, ou ceux qui vont lire ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder tous les aspects sociétals de toutes sortes. Je sors de chez ma rhumatologue qui m'a dit, vous avez un problème des cervicaux, combien d'heures vous regardez votre téléphone, etc. etc. À la dame peut-être. Merci, je crois je suis désolé de peut-être créer quelques frustrations, mais il faut qu'on s'arrête parce que sinon on ne va pas vous libérer à une heure décente. En tout cas, merci à tous pour vos interventions. Je vais faire juste 2-3 petits éléments de réponse. Il y avait des commentaires, donc ça, c'est des commentaires. Je remercie les intervenants. Sur les aspects... sur les aspects pris en compte des autres sujets, signaler qu'il existe actuellement une expertise qu'on a lancée au sein de l'Institut sur les autres effets des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et en particulier sur les enfants, pour les enfants, et en excluant l'aspect directement radiofréquence et santé, mais en regardant tout le reste, lumière bleue, autres effets, attention, etc. Alors c'est un sujet compliqué, on essaye, on verra. Rendez-vous dans quelques
Moi, Anne, là je me tourne vers Olivier Merkel et Olivia Delgado qui pilotent ce sujet. C'est un sujet compliqué. Il y a aussi un comité d'experts qui est derrière. Voilà. Mais en tout cas, on essaye aussi d'avancer là-dessus et pas dans l'idée qu'on va expliquer un grand tout, dans l'idée de dire est-ce qu'on peut, à partir d'une analyse de ce type-là, identifier des leviers, des recommandations pour agir. Et effectivement, c'est agir. Pas forcément, ça peut être une recommandation, ça peut être une réglementation, ça peut être des préconisations. Il y a toute la gamme est ouverte et on s'y lance. Sur l'aspect zone blanche, je crois que de toute façon, c'est un sujet qui a été porté par un certain nombre d'associations à un niveau politique, et je pense que la réponse, elle est là. Côté recherche, je ne sais pas quel point on peut porter. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de l'ANSES, c'est ce qu'on appelle des programmes d'investigation exploratoire pour essayer justement de travailler mieux et de mieux comprendre à travers le pays 1, le pays 2, ce que finalement la diversité des réalités que représente l'électro-hypersensibilité. C'est d'ailleurs ce que vous pointez en disant qu'il y a finalement toute une diversité de situations que ça recoupe, de manière à pouvoir mieux les étudier ou les proposer. J'ai beaucoup aimé ce que les collègues belges ont présenté ce matin, finalement, de construire un terrain sur lequel on arrive à avancer ensemble. Après, je pense... Enfin, ça me paraît pas évident de venir pour la petite communauté de recherche qu'on représente peser dans une décision politique de cette nature. Peut-être Dr Weiderpass sur l'aspect question posée sur les temporalités, même s'il y avait peut-être des éléments de réponse déjà dans la présentation de Joachim tout à l'heure. Merci. Alors, la question, c'était sur les monographies. Monographie, c'est une série de livres, des évaluations systématiques que le CIRC fait pour répondre à la question est-ce qu'une substance chimique ou une exposition physique est carcinogénique pour les êtres humains, oui ou non? Et la même question pour les animaux et pour les modèles cellulaires. Et la classification s'est refaite s'il y a suffisamment d'études publiées pour baser une nouvelle classification. Pour les radiofréquences, et pour beaucoup d'autres expositions, nous avons un groupe d'experts qui nous donnent des conseils quand les substances doivent être éventuellement réévaluées. Ils ont mis les radiofréquences pour être réévaluées et la suggestion, c'est que ça soit fait dans les prochaines années. Alors, je ne crois pas que ça va être fait en 2023, je crois que ça va être plutôt fait en 2024. J'ai entendu aujourd'hui d'un de nos collègues qu'il y a 2 études très importantes en Asie qui vont être publiées dans les prochains 24 mois, j'espère. Et alors, c'est probable qu'on doit attendre que ces études très importantes soient publiées avant qu'on puisse évaluer la littérature. Pourquoi on fait ça? Parce que si on fait une évaluation et seulement quelques semaines après, une étude très importante est publiée, on peut aussi être critiqué. Pourquoi vous avez fait une évaluation et vous n'avez pas entendu seulement quelques semaines de plus pour inclure cette nouvelle évidence. Alors, ça va être fait dans un futur prochain, mais on ne sait pas si l'évidence va être plus grande ou plus petite. Ça peut être monté pour possible ou carcinogène, ou ça aussi, la conclusion peut être le contraire. Et ce n'est pas les experts du CIRC, ce sont des groupes des experts extérieurs qui sont invités par les CIRC pour former un groupe de travail pour faire ces évaluations-là. Alors moi, je ne peux pas vous dire est-ce que ça va monter en importance ou descendre. C'est le groupe d'experts qui va décider ça en se basant dans une méthodologie spécifique et en incluant toutes les études publiées au moment où l'évaluation est faite. Dernière question à propos de la forme des signaux. Je ne suis pas sûr que la configuration de la table ronde s'y prête, à moins qu'Anne Pereira veuille se lancer. Je veux bien dire un petit Oui, bien mot. sûr, pardon. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on porte depuis longtemps à l'ANSES. Donc c'est un des sujets effectivement qui est à adresser. Je voulais juste revenir sur ces sujets à propos des phénomènes de résonance, parce que ce matin on a parlé de la différence entre le 1915 et le 915 et 902. Moi j'ai vu quelque chose apparaître dans le rapport enfant de 2016 de très intéressant, c'est la question des phénomènes de résonance. Et après dans les autres rapports on n'en entend plus parler. Et je trouve que c'est un petit peu c'est un vrai sujet puisque on peut avoir des phénomènes d'amplification qui se produisent dans certaines fenêtres et pas dans d'autres. Donc c'est aussi des questions importantes.
Et par rapport effectivement au lien entre veille, vigilance, expertise, c'est vrai que c'est un sujet qu'on essaye de nous aussi porter beaucoup à l'ANSES. Donc on est plus à l'aise dans les instances de l'ANSES que à l'OMS. Et donc si on a la possibilité de travailler, enfin d'avancer sur ces sujets au travers du dialogue à l'ANSES, on sera très très heureux. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc je disais sur la forme des signaux, je suis pas sûr qu'on ait des personnes autour de la table pour vous répondre. Après, sur une approche purement énergétique, l'air sous la courbe, elle est à peu près, elle se calcule, aussi quelle que soit la forme du signal. J'ai pas dit que ça épuisait votre question, mais je propose d'en rester là pour ce soir. Et donc, je vais remercier chaleureusement, et je vous propose même de les applaudir, nos acteurs de la table ronde. Ils l'ont mérité également.